la une ce soir, les préinscriptions dans les universités et grandes écoles en Côte d'Ivoire. Le processus a démarré hier. Enfin, 22 août 1910, la Corée est annexée par le Japon. Quel est l'objectif de cette opération? Quelles sont les conséquences? On fait le point en fin de journal. Bienvenue, bonsoir à tous. Année académique 2017-2018 en Côte d'Ivoire. Les étudiants et autres nouveaux étudiants des universités et grandes écoles sont invités à faire leur inscription en ligne. Ce procédé a démarré hier et va s'achever le 22 septembre prochain. Mais sont-ils nombreux à s'inscrire ou remettent-ils cette opération au lendemain? C'est un reportage de Herman Niamia. Fini la joie de l'obtention du baccalauréat. Place maintenant aux choses sérieuses. Et la première étape, ce sont les préinscriptions en ligne qui ont démarré le lundi 21 août pour s'achever le 22 septembre prochain, date des rigueurs. Une opération qui va permettre aux nouveaux bacheliers d'être enregistrés dans la base des données de l'enseignement supérieur. Pour ce premier jour des préinscriptions, même si les cybercafés ne connaissent pas d'engouement, certains nouveaux bacheliers sont tout de même visibles dans ces espaces. J'ai eu pas mal, 2, 3, 4 nouveaux étudiants qui sont venus se faire préinscrire. À Cocody Blocos, ces nouveaux bacheliers qui ont eu l'information sont venus s'acquitter de cette obligation. Mais ils y rencontrent quelques difficultés dans le mode opératoire. Moi, je ne savais pas, c'est hier qu'on m'a envoyé un message pour me dire que les inscriptions étaient disponibles. Voilà, donc je suis venu voir ce matin comment ça se passe un peu, puisque je ne sais pas. Donc j'ai vu le géant pour m'aider un peu comment ça se passe. Je crois que je devais venir faire seulement que des choix, et puis après maintenant, j'allais faire, si je dois partir faire des paiements, j'allais faire des paiements là-bas. 10 000 à payer par un moyen électronique avant de terminer la préinscription en ligne. Une information que la plupart des concernés ne savent pas. Une autre de leurs inquiétudes, le choix de l'opérateur mobile pour le paiement électronique du droit de préinscription. On nous demande de composer étoile 133 dièse. Oh, pourtant, moi, je n'ai pas de plus Move ni MTN. Il y a seulement qu'une puce Orange. Maintenant aussi, pour faire l'inscription, on demande de payer une somme, 10 000 francs. Quand on n'a pas ça, le moment. Des préoccupations auxquelles les nouveaux bacheliers attendent des éclairages du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Les étudiants de la promotion sortante 2017 de l'école multinationale supérieure des postes d'Abidjan, eux, passent également à une autre étape de leur vie. Ils ont reçu récemment leur diplôme de fin de formation. Les détails avec Éric Goré. Ce sont 14 personnes venues du Bénin, du Burkina Faso, du Niger et du Sénégal qui reçoivent leur diplôme de fin de formation à l'école multinationale supérieure des postes d'Abidjan, EMSP. Après une formation de 10 mois au cycle des inspecteurs des postes, ces cadres sont maintenant aptes à rejoindre leurs pays respectifs pour mettre ces connaissances au profit de la poste africaine. L'école doit permettre d'avoir des connaissances nouvelles. Et on peut se dire qu'aujourd'hui, franchement, on a reçu une bonne formation, voilà, dans le cadre postal, même académique. Donc on peut dire que franchement, on est bien outillé aujourd'hui pour pouvoir servir nos pays respectifs. La concurrence est rude sur le marché postal. Et il faut des hommes bien formés, des hommes capables d'apporter des transformations dans nos postes pour pouvoir véritablement faire face à ces nombreux défis de ce marché postal qui est de plus en plus en mutation. Donc, le plus grand pour nous, c'est ce qui reste à faire. Occasion pour le directeur général de l'école multinationale supérieure des postes d'Abidjan d'évoquer les défis qui attendent la poste africaine à l'heure du numérique. La poste, quoi qu'on dise, elle est incontournable. La poste, c'est quoi? C'est une mise en relation. C'est une mise en relation physique de personnes avec des objets ou des colis. Et donc la poste a toujours son rôle à jouer. C'est vrai que ces dernières années, on a vu que le niveau d'activité n'était pas celui qu'on souhaitait. Les habitudes des gens ont changé. Vous avez très bien dit, l'Internet et tout ça, tout cela a pris du pas. Mais pour nous, ça, c'est des opportunités. Partout dans le monde ou bien dans tous les domaines d'activité, on ne peut pas aujourd'hui se passer des technologies de l'information et de la communication. Cette cérémonie de remise de diplôme a enregistré la présence de plusieurs personnalités, dont le représentant du ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste de Côte d'Ivoire, qui salue cette mise à niveau de ses agents.
C'est aussi une façon, je vais dire, de récompenser des élèves qui pendant 2 ans sont venus dans cette école, ont travaillé parfois dans des conditions difficiles et qui viennent brillamment de terminer leur cycle de formation. La Poste a de l'avenir et il faut qu'avec leur concours, ils soient agiles en esprit pour faire épouser à nos postes publics les vrais enjeux qui sont ceux de la Poste d'aujourd'hui et de demain. Créée en 1970, avec son statut intergouvernemental, l'École multinationale supérieure des postes d'Abidjan forme des cadres moyens et supérieurs des postes de l'Afrique francophone. Direction à présent San Pedro, dans la région sud-ouest du pays. Le conseil régional veut mettre fin à la pauvreté des femmes. Cette institution a donc créé une ferme-école. Les femmes de San Pedro pourront ainsi apprendre les différentes facettes du métier d'éleveur et plus tard ouvrir un commerce. Les précisions de Sam Konan et Konaté Moussa. Guédé Kone Salimata est la vice-présidente d'une association de femmes. Elles ont décidé de faire de l'élevage leur activité principale. Nous avons monté ce projet pour pouvoir mettre des femmes en activité. Et c'est le programme conjoint de la lutte contre la pauvreté dans le canal de FAO qu'on a pu avoir ce projet à hauteur de 8 millions. Ils ont construit le bâtiment et ils ont mis 1000 poussins à notre disposition pour la première bande. On a fini de vendre la première bande. Nous avons mis 1500 poussins pour la deuxième bande. Si nous les femmes, on ne veut pas attendre nos mains à nos maris, ce que le conseil nous a donné, c'est une bonne chose. On va attraper avec cœur ouvert pour travailler. Ça peut nous donner quelque chose pour nourrir nos enfants. Elles sont nombreuses, ces femmes qui aspirent à exercer dans le domaine de l'élevage de volailles. Ce rêve pourrait bien vite devenir réalité. Le conseil régional vient de construire une ferme-école dans le village de Niti, sous-préfecture de Gabiadji. 3 bâtiments construits sur une superficie de 2 hectares. Une broyeuse de manioc a été aussi offerte aux femmes, ainsi que des chaises à la chefferie de Niti. Nous sommes ici dans un lieu de réception de volailles qui va pouvoir recevoir 1000 pondeuses. Et c'est un partenariat que nous venons de signer avec Banoudo. C'est une ferme-école. Nous avons la NADER qui est un de nos partenaires. Tous les partenaires au développement, le PNUD, GIZ, sont effectivement partie intégrante du projet. Ils viennent avec des modules de formation. Donc nous avons formé effectivement les bénéficiaires depuis l'alphabétisation jusqu'à la gestion effectivement du vivrier. Donc toutes les femmes sont éligibles à ce projet. Après l'apprentissage dans cette ferme, la présidente de l'association Banoudo, partenaire du conseil régional dans ce projet, entend aider les apprenantes en vue de leur installation. Quand on parle de pauvreté, c'est la femme. Mais si la femme elle-même ne se donne pas, ça veut dire qu'elle va toujours rester. Et là, aujourd'hui, on a eu l'occasion. Le président du conseil régional nous offre un cadre, nous permet d'apprendre. Et donc, nous, maintenant, c'est d'aller vers nos sœurs, de la région, pour les amener à venir s'inscrire dans cette ferme-école afin de pouvoir se prendre en charge. Une convention entre le conseil régional et l'association Banoudo, qui regroupe plus de 10 femmes, a été signée en présence du sous-préfet Sylvie Ba, qui demande aux femmes de s'approprier ce projet. Les effets des fortes pluies survenues depuis une semaine en Guinée-Conakry. Au moins 8 morts et de nombreux blessés dans l'éboulement d'une décharge à Conakry, la capitale. Les secours recherchent d'autres survivants, mais le terrain est difficile d'accès. Plus que quelques heures avant les élections législatives en Angola, le scrutin qui va se tenir demain, mercredi 23 août, va décider du nouveau président de la République après 38 ans de pouvoir du chef de l'État sortant, José Eduardo dos Santos, le président de l'Angola étant élu par le Parlement. Le président s'en va, vive le nouveau président. Après 38 ans à la tête de l'Angola, l'autoritaire Eduardo dos Santos laisse sa place à son dauphin, João Lourenço. Et l'ex-ministre de la Défense entend bien perpétuer la domination exercée par son parti au pouvoir depuis l'indépendance du pays en 1975. Nous allons continuer.
Le travail commencé par Agostinho Neto dans le passé. Le travail que le président Dos Santos a lui-même continué. Nous allons poursuivre ce travail et avec votre force, nous allons construire un futur meilleur. Le bilan est pourtant mitigé. Dos Santos a ramené la paix après la longue guerre civile de 1975 à 2002, mais l'Angola reste un des pays les plus pauvres au monde, malgré la manne pétrolière. En cause, le népotisme du régime. Le président a privatisé l'État au profit de sa famille et quelques potes. Pour eux, il s'agit avant tout d'avoir les ressources à disposition, avoir le style de vie des gens les plus riches au monde, sans se soucier de ce qu'il advient au peuple. Après la chute des cours du pétrole depuis 2014, le chômage s'est envolé. Une partie croissante de la population réclame l'alternance. Nous en avons marre de ces mensonges. Ça fait plus de 30 ans, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas assez d'écoles. Toutes ces années de mauvaise gouvernance. Le MPLA devrait en faire plus. La jeunesse est fatiguée. Nous voulons le changement. Nous voulons le changement. Mais les principaux partis d'opposition n'ont pas les moyens financiers, ni le même accès aux médias que le parti au pouvoir. Le règne sans partage du mouvement populaire pour la libération de l'Angola est donc parti pour durer. Au moins 2 morts et 39 blessés sur l'île de Ischia, dans le sud de l'Italie. Cette région a été frappée hier par un tremblement de terre. De nombreux édifices ont également été endommagés. On termine avec ce rappel historique. Le 22 août 1910, la Corée est officiellement annexée par le Japon. Objectif, accroître l'influence nippone dans la péninsule coréenne. Mais cette période est marquée par de nombreuses souffrances. Transfert de plus d'1 million de Coréens sur le sol japonais et prostitution contrainte des femmes coréennes pour l'armée impériale japonaise. Les explications de Herman Niamien. La colonisation de la Corée par le Japon commence en 1905 par l'établissement d'un protectorat. Cependant, depuis 1894, les deux pays étaient déjà liés par un traité d'alliance militaire. Une première ébauche de la colonisation se fait avec le traité de Gandois 1876, premier des traités inégaux signés par la Corée, ouvrant les villes de Busan, Chemulpo, Ucheon et Wonsan aux Japonais, calqués sur la convention de Kanagawa 1853 entre les États-Unis et le Japon. Ce protectorat, d'abord établi par le traité de Portsmouth 1876, qui clôt la guerre russo-japonaise, est confirmé par divers accords bilatéraux. Le plus important d'entre eux est le pacte Taft-Katsura, signé entre le ministre américain de la guerre et le premier ministre japonais Katsura Taro. Cette occupation est renforcée par la signature d'un traité d'annexion, un autre des traités inégaux, en août 1910. Bien que les différents actes établissant ce protectorat puis cette annexion aient été signés sous la contrainte dans le cadre d'une politique de la canonnière, les Japonais désignent cette annexion sous le nom de Nikan-Ego, la fusion nippo-coréenne conforme au droit international de l'époque. L'Empire japonais prit durement en main la péninsule et exerça une domination souvent qualifiée d'impitoyable, nettement freinée par la résistance des Coréens. Avec la Seconde Guerre mondiale, l'enseignement du coréen qui avait été auparavant obligatoire est arrêté le 31 mars 1941. La Corée sert des réservoirs aux Japonais qui y puisent matières premières, denrées agricoles et durant la Seconde Guerre mondiale de la main-d'œuvre à coût inférieur pour leurs usines. Beaucoup de femmes servirent de prostituées forcées aux soldats japonais durant la Seconde Guerre mondiale. La situation se maintint jusqu'à la reddition du Japon le 15 août 1945. La Corée fut alors divisée en 2 zones d'occupation administrées, respectivement par l'Union soviétique au nord et les États-Unis au sud. Voilà, très bonne suite des programmes sur RTI2 et très bonne soirée à tous.